Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, si possible sportif évidemment. J'espère que vous vous êtes régalés avec ces débuts de Jeux Olympiques. Pas mal de surprises déjà à l'heure où on parle, pas mal de grosses perfs. J'espère que vous avez profité du beau temps. Ça commence à se gâter un petit peu si je me fie du moins à ma région à l'heure où on parle. Quoi qu'il arrive, voilà, j'espère que vous avez pu regarder. Il y a eu pas mal de sports ce week-end entre les Jeux Olympiques, la reprise de la Ligue 2 pour ceux qui le voulaient en clair sur l'équipe, du moins pour le multiplex. Pas mal d'événements à droite et à gauche, un joli match de basket hier après-midi pour ceux qui ont pu le suivre en direct. J'espère que vous vous êtes régalés tout simplement. Et évidemment, on va revenir sur pas mal de points, pas chaque, mais pas mal d'éléments. Et le focus du jour sera consacré un grand homme, un des plus sportifs les plus emblématiques des Jeux Olympiques de l'ère moderne, bien que pourtant il n'ait même pas franchi un tour aux Jeux Olympiques. On parlera du grand Eric Moussambani pour ceux qui le connaissent. Quoi qu'il arrive, voilà, j'espère que vous êtes prêts à faire cette petite revue d'actualité. Évidemment, gros focus aujourd'hui sur les Jeux Olympiques. Il s'est passé pas mal de choses, il y a déjà eu pas mal d'épreuves, pas mal de médailles. Déjà 5 médailles côté français, c'est déjà un début encourageant, c'est mieux qu'à Rio, où on n'avait que une médaille à ce moment de la compétition. Bonjour Wérine, bonjour à toi. Voilà, donc un début de JO intéressant pour la France. Il y a eu des petites déceptions, des sportifs qu'on attendait peut-être en fin de tournoi et qui se sont fait sortir au premier tour, je pense. On va aller vite dessus parce que j'ai pas envie de leur jeter la pierre plus que ce que les médias ont déjà fait. Mais il y a le duo Mahut-Herbert en tennis, il y a eu Yannick Borel en escrime. Voilà, il y a eu quelques sportifs qu'on attendait sur un gros niveau et sur une grosse perf au JO. Malheureusement, ça a un petit peu coincé sur la scène principale. Après, c'est pas un phénomène franco-français. Je pense notamment à Ashley Barty, la récente vainqueur de Wimbledon, qui s'est fait sortir en premier tour alors qu'il est numéro un mondial. Donc voilà, sur différents sports, il y a eu des surprises, il y a eu des déceptions. Mais à l'heure où on parle, il y a déjà 5 médailles. On va revenir sur chacune d'entre elles, hein. On va leur rendre le crédit qu'ils méritent, avec des fortunes un petit peu diverses et variées. Je pense notamment à la pauvre Sarah Léonie Cizik, pardon, j'ai du mal avec l'enchaînement. Sarah Léonie Cizik qui a fait une médaille d'argent ce midi sur le moins de 57 kilos en judo. Il y a un goût très très amer au vu de la décision du corps arbitral. Alors je suis pas expert en judo, je me permettrai pas de juger à proprement parler la décision, mais une réglementation un petit peu bizarre de ce que j'ai pu comprendre. Elle est sanctionnée pour avoir supposément tombé directement sur la nuque. C'est assez particulier comme règle, mais bon après encore une fois je ne suis pas expert et on peut déjà se féliciter d'avoir une sportive française sur la deuxième marche. C'est déjà une belle perf. On va commencer, si vous le voulez bien, avec le tableau des médailles. Regardez-moi ce beau tableau qui nous vient tout droit du site officiel des Jeux Olympiques. Je ne prends pas mes sources n'importe où aujourd'hui. Bon bah les Japonais à domicile qui nous font déjà péter 8 médailles d'or, 2 en argent, 3 en bronze, déjà 13 médailles. Les États-Unis qui se sont réveillés, ils ont été un petit poil lents à la détente, mais faut pas trop leur en promettre et pas trop leur en demander. Ils sont chauds à partir. Déjà 14 médailles. Alors, pour ceux qui se posent la question, le classement des médailles au niveau des Jeux Olympiques, c'est pas fait en fonction du nombre total de médailles, il est fait déjà en fonction du nombre de médailles d'or. C'est pour ça que les Japonais à 13 médailles sont devant par exemple les États-Unis ou la République populaire de Chine, qui totalisent plus de médailles de manière globale, mais moins de médailles d'or. Donc, bon, il n'y a pas de grosse surprise, hein. Japon, États-Unis, République populaire de Chine. ROC, c'est les athlètes olympiques russes qui n'ont pas le droit de participer sous la bannière russe à proprement parler, suite au scandale politique au niveau du dopage, entre autres avec les JO de Sochi. La Grande-Bretagne, la République de Corée, donc ce que nous on appelle en France principalement la Corée du Sud, enfin, même pas principalement d'ailleurs, exclusivement la Corée du Sud, l'Australie, le Kosovo qui a 8 médailles, 8 médailles pardon, qui est huitième avec 2 médailles d'or,
notamment l'athlète qui a battu Sarah Leoni-Sizik, si je ne dis pas de bêtises. L'Italie qui fait un parcours on ne peut plus honorable, déjà 9 médailles pour nos amis transalpins. Et en 10e, Cocorico, coucou c'est nous, déjà 5 médailles. Encore une fois, je le répète, avec des parfums divers et variés. On va commencer avec la plus belle, la plus jolie d'entre toutes, la médaille d'or, qui nous vient de l'épée hier avec Romain Canon. Bon, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'affaire, un parcours assez fou pour lui. Il a été repêché un petit peu à la dernière minute pour participer aux épreuves par équipe. Il y a un des titulaires qui s'est blessé, du coup il a tenté la compétition en individuel. 47e mondial, les chances qu'on lui donnait n'étaient pas folles. Et au final, au terme d'un parcours magnifique, une finale contre le Hongrois Zibloki, je crois le nom, Ziklolis, nous sort une finale maîtrisée de main de maître. T'as l'impression qu'il était sans pression, tout en décontraction, tout en relâche. Et une jolie médaille d'or au bout, donc première médaille d'or pour les Français au niveau de ces JO. Espérons pas la dernière, hein, mais il y a encore pas mal d'occasions d'aller chercher des médailles, mais quoi qu'il arrive, c'est là un goût particulier, puisque ça nous rappelle un petit peu le Danemark à l'Euro 92, il n'était pas censé être là, il vient, il repart avec la médaille d'or au nez à la barre des favoris. Le Hongrois était numéro 1 mondial, enfin est toujours numéro 1 mondial au moment de la finale, donc il va vraiment chercher sa médaille d'or euh, au mental, au forceps. Donc quoi qu'il arrive, une très belle perf. Salut Black Phoenix, j'espère que tu vas bien, même si j'ai ma petite idée en tête suite à nos échanges du jour. Une seule médaille d'or donc pour l'instant, Romain Canon. Faut savoir que sur les 5 médailles, c'est réparti entre deux sports, c'est judo et escrime. On est full judo et escrime pour l'instant. Les 2 médailles d'argent, du judo. On l'a dit, hein, Sarah Leoni-Sizik, médaille d'argent sera en moins de 57 kilos aujourd'hui. Encore une fois, une finale au goût on ne peut plus amer. Il y a un sentiment d'injustice, on l'a vu en larmes au micro de France Télévisions, non pas par rapport à la défaite, un petit peu par rapport à la défaite, parce qu'elle a quand même perdu, mais par rapport au scénar et par rapport au fait que ce soit un avertissement, enfin une disqualification sur une décision de la vidéo. Voilà, c'est cruel. Alors apparemment, il y a pas mal d'arbitres amateurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux, arbitres amateurs, des arbitres, mais pas au niveau professionnel, qui se demandaient un petit peu si la décision à ce moment-là était pertinente. Donc c'est comme toutes les décisions qui sont laissées au libre arbitre des arbitres pour le coup. C'est toujours une question d'interprétation, c'est toujours un petit peu compliqué, il y a toujours un sentiment d'injustice qui plane. Quoi qu'il arrive, ça fait mal au cœur pour elle. Amandine Bouchard en moins de 52 hier qui va nous chercher une médaille d'argent elle aussi. Alors j'ai pas vu le combat pour le coup, mais elle a fait un parcours là aussi honorable. Bubuche, comme elle est surnommée par ses amis, voilà, Bubuche, elle nous a rendu fiers. Et au niveau des médailles de bronze, les 2 médailles de bronze, alors c'était avec une médaille de bronze qu'on a ouvert le compteur de l'équipe de France, avec le Français d'origine géorgienne, réfugié politique, qui est venu en France avec ce statut de réfugié politique, Luka Mreideze, qui nous a fait une classe de maître, une masterclass en moins de 60 kilos. Grandiose dans ses combats, dans son énergie, dans sa gestion, dans son discours d'après petite finale où il disait qu'il était fier, qu'il avait fait ça pour ses proches et tout. Personnellement, j'ai été touché par son discours. J'ai vraiment adoré. Et au niveau émotion, Manon Brunet aujourd'hui, alors attends, je vérifie parce que je me plante toujours dans les disciplines, en sabre, j'allais dire en fleuret, en sabre, qui va nous chercher une médaille de bronze. Alors pareil, elle a été monstrueuse. J'ai pu voir son huitième de finale ce matin, la petite finale aussi. Elle y a été à l'énergie, à l'offensive, au panache à la française, mesdames et messieurs, le panache, le beau jeu, le beau jeu, le beau jeu. Un très joli parcours. Elle qui en plus s'était cassé les dents sur la petite finale à Rio en 2016, qui a fini à ce que certains appellent la place du con, hein, la quatrième. Alors, bon, maintenant avec le classement de la FFL, quatrième place, ça vaut une presque médaille en or. Je rappelle que pour ceux qui ne sont pas au courant du concept de la FFL,
célèbre fédération qui célèbre l'échec à la française. Il y a un tableau des médailles alternatifs. La quatrième place officielle, ça vaut médaille d'or. Cinquième place, médaille d'argent. Et sixième place, médaille de bronze. Donc, elle avait fini à la quatrième place à Rio. Là, elle fait une troisième place. Juste grandiose. Donc, pour l'instant, 5 médailles. On est en avance sur les temps de passage de Rio. À voir dans quel état ça se poursuit. Il reste encore 13 jours de compétition. Il y a moyen d'optimiser tout ça. On va passer, mesdames et messieurs, sur les moments forts. Les moments forts pour moi en tant que fan de basket. On va passer sur les cours de ces JO sur les terrains. Avant de parler du Team USA contre la France, on va revenir sur le prodige. L'ami Luka Doncic ce matin qui jouait avec la Slovénie. Alors cette année, il est vraiment seul contre entre guillemets, seul contre le monde parce qu'il n'y a même pas Goran Dragic pour l'épauler, il n'y a que son petit frère Zoran. Bon, bah Lucas, il a dit, tu sais quoi, je vais prendre le pays sur le dos et puis allez, hein. J'ai déjà porté le pays pour nous assurer la qualif aux Jeux Olympiques. Maintenant que je suis lancé, j'ai descendu, je roule. Une ligne de stats monstrueuse, 31 minutes, 48 points, 11 rebonds, 5 passes, un ratio une évaluation de 49. Il est fatigant de talent, le Lucas. Il a à peine 20 piges et il nous fait déjà des masterclass comme ça. Tu veux faire quoi contre un enfant comme ça? C'est un prodige, il est agaçant. Et un peu comme dans les destins opposés, mais un peu comme Ganis, ils sont encore jeunes et t'as l'impression qu'il y a encore tellement, ils peuvent encore faire mieux. Lucas, ouais voilà, c'est ça, Lucas, je casse des bouches dans la vie, bon bah voilà. En face de lui, il y a l'Argentine, pays phare de la culture basket mondiale. Alors même si c'est un peu vieillissant, même si il n'y a plus de Ginobili, on voit Luis Scola du haut de ses 75 ans, qui est encore dans l'équipe. C'est plus l'Argentine de la grande époque, c'est plus l'Argentine qui avait été championne du monde en 2002, bien sûr, mais ça reste un pays phare de la culture basket où il y a une vraie énergie, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe ou en NBA. Et Lucas, il arrive, il dit bon, en fait, je vous explique. Toute l'année, je fais du sale en NBA. C'est pas vous qui me faites peur, hein, je préfère vous le dire. Dans mon pays, à l'heure où on parle, il est même pas 9h. Je vais vous salir, hein, et les enfants sont en train de manger leur choc à pic. Je vais faire du sale, hein, je vais vous salir et vous n'allez rien dire. C'est un petit peu le résumé du match de ce matin. 48 points, voilà, c'est juste monstrueux, quoi. Alors en face, il n'y a pas une grosse Argentine, encore une fois. Luis Scola, qui est le meilleur joueur de son équipe, mais qui est en fin de carrière. Alors le 75 ans, j'exagère un peu, évidemment, c'est pour la rhétorique. En vrai, je veux bien regarder la Julius Scola, parce que je ne l'ai pas regardé, mais je crois qu'on est déjà au-dessus des 40 ans. Ouais, c'est ça, 41. Bon, bah il est plutôt jeune, l'ami Louis, hein. Il était déjà du côté d'Houston, du temps Yao Ming et de Tracy McGrady pour les plus anciens. Autant te dire qu'il a commencé en NBA, on venait à peine de commencer à parler en euros, à peu de choses près. Donc, ouais, bon, ça sent la fin de carrière, mais il nous fait une presta juste monstrueuse. Encore une fois, il est un modèle de longévité, un modèle pour les jeunes basketteurs qui veulent faire des carrières longues, et puis un modèle d'engagement et de professionnalisme à toute épreuve. Et en face, Luca qui nous a fait une masterclass. Bon, je vais pas revenir dessus, hein, il est juste monstrueux le gamin. On aurait dit Thierry Girardi, il est génial le môme. Et bon, on va parler de l'autre match majeur du week-end, hein, en tant que Français. Bon, si vous vivez dans une grotte ou que vous, nous intéressez pas, ou que vous ne vous intéressez pas au basket, auquel cas c'est très dommageable, mais bon, chacun ses passions. Vous pouvez préférer le curling, c'est un choix. Il y a eu un petit match ce week-end entre les États-Unis qui étaient affamés de revanche contre une équipe de France qui les avait battus au championnat du monde en 2019 en quart de finale. Les États-Unis qui revenaient avec d'autres intentions, et au final, bon, bah la France a regagné, quoi. Ouais, ouais. Alors, tout n'était pas parfait, évidemment. Il y a eu d'autres choses, il y a eu des points encore à améliorer pour l'équipe de France. Mais pour ceux qui ont vu le match, vous me direz ce que vous en avez pensé. Un modèle de combativité, la France. Il y a eu un petit trou d'air en début de quatrième quart-temps où on s'est dit, bon, bah là, ça y est, c'est foutu, on reviendra pas. Je crois qu'on était à -5 ou -6.
Et puis petit à petit, pop, 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 pom, pololom, polololom, pom, 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 pom. Bonne nuit les petits. Bon, on a eu le soldat Gershoni Abouzele qui s'est jeté au sol alors qu'il avait déjà plus de genoux, plus d'épaules. Il a plus de genoux. Pof, il se jette sur une balle qui va sortir. Il te la ressort sur Evan Fournier qui demandait que ça, de mettre un petit 3 points pour relancer l'équipe de France. On va pas se mentir, Evan Fournier qui nous a sorti une ligne de start. Alors certes sur le papier, vous voyez venir, elle est beaucoup moins impressionnante que celle de Luka Doncic. Mais sur l'intensité, v'là le patron. V'là le taulier. Il finit qu'à 50% au shoot, entre guillemets, avec un vilain 4 sur 12 à 3 points, mais il a mis les shoots clutch, il a été monstrueux, il prend un shoot à moitié en déséquilibre. Pas grave, pas grave, Evan, il a pas peur. Evan, il a pas peur. Evan, il prend des shoots de daron. Les États-Unis, j'adore Team USA. Vous le voyez au maillot derrière. J'ai aucun problème avec Team USA, mais voilà les erreurs qu'ils ont fait. Ils nous ont sorti des erreurs en défense. Ils se prennent deux fois la même action à 30 secondes d'écart, à peu de choses près. Incroyable. Remise en jeu sur la ligne de fond américaine. Deux fois, tu sais pas pourquoi, il y a un joueur qui fait le piquet de tente dans le corner. Un coup c'est Batum, un coup c'est Fournier. Deux fois, il le laisse tout seul. Alors, pour ceux qui le connaissent peut-être pas, Nicolas Batum, ça vous parle peut-être pas. C'est pas Michael Jordan, mais tu lui laisses un 3 points tout seul dans le corner. Faut pas lui dire deux fois, hein, il le prendra. Hein. Et puis il se fera plaisir. Deux fois, ça rentre. Deux fois, ça rentre. Les États-Unis qui ont eu des trous d'air en défense, qui ont eu des petits moments, des petites lacunes. Offensivement, Kevin Durant, la star de l'équipe qui passe à côté de son match. Damien Lillard qui passe à côté de son match lui aussi. Alors que les deux se sont fait tailler par les médias américains qui demandaient que de ça, de tomber sur leur chouchou. Tout n'est pas acheté, évidemment. Hein. On gagne de 7 points face à Team USA dans un match de poule, avec 3 joueurs dans l'équipe qui sont arrivés la veille à Tokyo. Il y a une fatigue. On va pas, on va pas revenir là-dessus. Je pense que si on joue 100 fois le match, on gagne pas 100 fois. Hein. On va pas s'enflammer. Il y a des chances j'espère qu'on rejouera contre Team USA le plus tard possible. C'est pas dit que le match se déroule de la même manière. On n'a pas gagné les JO avec cette victoire. Mais dans l'état d'esprit, dans l'intensité, il y a eu de très belles choses côté français. Je vais réagir sur les petits commentaires à droite à gauche. Je vais commencer par Wirin. On en parle du croche-patte. Bon, Damien Lillard qui fait une faute, ce qu'on appelle la faute de rageux, hein, la faute de rageux à la 95e sur FIFA. L'adversaire part tout seul au but, le petit croche-patte de Daron, ça prend rouge, dernier défenseur, merci d'être venu. Là en l'occurrence, il n'y a pas de carton rouge, mais Damien Lillard qui prend une faute technique, une antisportive, qui a fini de sceller le sort du match. Après une perte de balle idiote où la balle lui glisse des mains. Une sorte de jongle d'Otari qui se passe mal. Après, ça résume pas, c'est loin de résumer la qualité du joueur. Hein. Damien Lillard est un excellent joueur. Pour ceux qui le découvrent, qui l'ont peut-être découvert hier, vous avez vu de loin la pire version de Damien Lillard. Hein. Tout le reste de l'année, c'est un joueur exceptionnel et un modèle de meneur lui aussi. Kevin Durant, bon, qui passe à côté de son match, pareil. Offensivement, il est considéré par certains comme le meilleur joueur en termes de potentiel offensif de l'histoire, au-dessus de mecs comme Michael Jordan, comme Kobe en termes de palette offensive. Là, c'est peut-être son moins bon match sur les 3 dernières saisons en termes de pourcentage. On va dire qu'on gagne contre Team USA, c'est magnifique, c'est une belle perf, mais en termes de circonstances, on a un enchaînement, on a un alignement des planètes. Hein. On va pas le gagner à chaque fois celui-là. Popovic manque d'XP au coaching. Ouais, bon, il a que 25 ans d'expérience en NBA, c'est pas non plus. Ouais, bon, pas un grand joueur, il a juste combien? La Phoenix doit pouvoir m'aider, je crois, 5-6 bagues sans vérifier de tête comme ça. Il doit avoir 5-6 bagues en NBA. En 99, 2003, 2005, 2007, 2014. Ouais, 5 bagues. Bon, trop fois rien. Trop fois rien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Greg Popovich, le sélectionneur de Team USA, c'est le sélectionneur enfin, l'entraîneur pardon de la franchise des San Antonio Spurs, entre autres l'équipe de Tony Parker à l'époque, de Tim Duncan, Manu Ginobili, un des plus grands coachs de l'histoire sans aucun doute. Donc voilà.
Donc on va pas s'enflammer, ça reste qu'un match de poule. Les joueurs l'ont tous dit aussi dans les médias et sur leurs réseaux sociaux. C'est une très belle victoire, ça reste qu'une victoire. Le match qui va venir contre la République tchèque est presque plus important, puisqu'il ne faut pas tomber l'excès d'euphorie et se dire qu'on a fait le plus dur. C'est une victoire, mais ça rapporterait pas plus de points qu'une victoire face au Zimbabwe au final. Donc c'est très encourageant, il y a de très belles choses, il y a encore des choses à parfaire. Mention spéciale aussi à l'entrée de Vincent Poirier qui a fait un bien fou, même si les stats ne le montrent pas. Il y a eu un apport dans le troisième carton qui a été assez impressionnant. Thomas Hurtel, et non pas Vincent Hurtel comme France Télévisions s'est acharné à l'appeler pendant le match. Thomas Hurtel qui a fait une entrée discrète mais importante aussi. Tous les joueurs qui ont été impliqués, alors Peter Corneli, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, a joué qu'une minute donc on va pas trop s'enflammer. Fall qui a apporté une grosse intensité à l'intérieur. TLC qui a défendu sur Kevin Durant du mieux qu'il a pu. Offensivement, c'est pas fou, mais il y a des choses, c'est déjà intéressant. Nando De Colo, qui s'est rappelé au bon souvenir de son ancien entraîneur, Greg Popovich, qui a sûrement dû lui rappeler une nouvelle fois pourquoi finalement le balancer des Spurs, c'était pas une très bonne idée. Rudy Gobert qui a été physique lui aussi qui a fait du mal dans la raquette américaine. Nico Batum qui nous fait du Nico Batum un peu partout, un peu nulle part en même temps, un peu partout, mais avec des lignes de stats au shoot, si on se fie aux au pourcentage de shoot, c'est pas impressionnant, mais c'est un joueur de devoir. Et Gershon Yabusele, lui aussi ancien joueur de la NBA qui a été lâché par les Celtics, qui joue maintenant je crois, en Europe, je crois qu'il est revenu à Lasvel, si je dis pas de conneries. Si je dis vraiment pas de conneries. Voilà, qui s'est rappelé au bon souvenir de la NBA en disant qu'il avait un coup à jouer. Donc voilà, ça reste une victoire de prestige, mais ça reste une simple victoire sans véritable enjeu pour l'instant. Et comme le dit Black Phoenix, ouais, c'est la spéciale bleue. C'est la spéciale bleue de gagner contre un gros et de se relâcher derrière. Donc espérons que les Français apprennent de leurs erreurs du passé. Je pense notamment à ce qu'on avait fait en 2019, où on avait tapé les Américains en quart de finale, on se disait qu'on avait fait le plus dur, pour au final foirer totalement la demi-finale contre des Argentins qui étaient bien plus abordables en termes de pur talent. Donc voilà, on va se féliciter d'une victoire qui nous met bien dans le classement. Si on regarde un petit peu les classements des groupes. Alors Tchéquie, Iran, je vais pas vous mentir, je l'ai pas regardé plus que ça, puisque j'étais pas là devant ma télé. Bon, victoire logique des Tchèques, qui sont en tête du groupe pour l'instant avec nous, même si voilà. Ouais, je pense que les Tchèques auront peut-être plus de mal à battre les États-Unis que nous, quoique, on sait jamais, hein, c'est la beauté du sport, peut pas faire des plans sur la comète. Dans le groupe B, une Australie portée par un Patty Mills en mission, qui lui joue avec Greg Popovich en temps normal. Patty Mills qui s'est rappelé que quand il était sur des règles européennes, enfin des règles FIBA, et non pas sur des règles NBA, ça devenait Michael Jordan, à peu de choses près. Voilà, qui s'impose logiquement face au Nigeria, l'Italie qui nous fait un match solide contre l'Allemagne. Ça va être un duel assez intéressant. Et à côté de ça, bon, bah, la Slovénie, enfin la Team Doncic, pardon, qui s'impose face à l'Argentine, l'Espagne qui assure l'essentiel contre le Japon, qui est porté par le soutien du public autant que faire se peut, mais qui est un petit peu limité par rapport à une Espagne qui est toujours une valeur sûre et qui aura sans doute à cœur d'aller sur le podium cette année. Ricky Rubio, qui à chaque fois pareil, qui est des règles FIBA, devient un peu plus scoreur qu'en NBA. Joueur un peu plus énigmatique que Ricky Rubio, avec presque un double-double, un 29 assez solide. Donc, encore une fois, si on revient sur l'équipe de France, une magnifique victoire, vraiment, en termes d'émotion. Personnellement, j'ai regardé la fin du match avec les commentaires de Trash Talk. C'était juste monstrueux l'intensité, ça changeait des commentaires de France Télévisions. Ça aussi, il faudrait qu'on en parle d'ailleurs des commentaires de France Télé. Voilà, vraiment tout le monde s'est enflammé, mais en restant conscient qu'il restait encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est super intéressant et c'est porteur d'espoir pour la suite. Le basket c'est fait, on va passer rapidement sur le football. La France qui a joué à se faire peur en étant menée à 10 minutes de la fin par l'Afrique du Sud. Porté par un Dédé Gignac de 2 galas, 3 buts hier, plus un but à la dernière minute de TJ Savanier.
La France qui s'autorise le droit de rêver à une qualif, même si il faudra pour ça battre le Japon. Euh, le Japon qui va évidemment jouer à domicile, hein, donc qui eux aussi ont fait presque le plus dur, qui va peut-être se relâcher. Mais pour se qualifier, il faudra à peu de choses près une victoire quoi qu'il arrive ou un match nul en espérant que l'Afrique du Sud batte le Mexique. C'est pas gagné. C'est loin d'être gagné, on est loin d'être dans la meilleure position. Mais en gagnant contre l'Afrique du Sud, on s'est octroyé une dernière chance de rêver. La Corée du Sud qui a assuré presque l'essentiel contre la Roumanie, victoire 4-0 assez solide, mais un groupe, on le voit, hein, toutes les équipes avec une victoire, une défaite. La dernière journée va être assez insane. Assez insane, pardon. Insane. Assez insane. Euh, Ouais, alors pour revenir sur le joueur Black Phoenix qui nous fait une France télé dans les commentaires, Jacques Duron qui passe à David Lillard. Ouais, c'était un petit peu ça hier. Vincent Hurtel, Zach Levine, Giroud, Holiday. Bah, je sais pas si les commentateurs se sont foirés, enfin, se sont foirés devant le match ou juste qu'ils sont peut-être pas assez calés, pas experts en basket, hein, ça peut arriver. Mais ouais, c'est bah, France Télévisions et les matchs de basket au JO, c'est une grande histoire d'amour, hein. Euh, ils mettent, euh, ils mettent pas des dunks, ils mettent des slams. Euh, Boris Viau à l'époque, qui s'était bien foutu de leur gueule dans la foulée. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que je pense qu'il dans le service des sports de France Télévisions, il y a sûrement des mecs qui surkiffent le basket, qui suivent la NBA de manière assez régulière. Au pire, je pense que tu peux prendre des consultants externes. Je pense que on sera tous d'accord pour dire que si c'est Alex et Bastien de Trash Talk qui commentent le match sur antenne nationale, bon, ça va peut-être pas durer longtemps, parce qu'il risque de se faire censurer au bout de la deuxième action, mais en termes d'intensité, tu vibrerais de fou devant ce match. Et donc le groupe C, on va revenir sur du foot, l'Espagne qui a fait l'essentiel contre l'Australie, mais l'Espagne qui est un peu émoussée, on l'a dit, il y a pas mal de joueurs qui ont joué l'Euro côté espagnol, ça tire un petit peu la langue. L'Argentine qui a gagné contre l'Égypte qui se relance, c'est encore assez ouvert, mais il n'y a pas vraiment de favori qui se dégage dans cet Euro. Le Brésil qui avait fait un match quasiment parfait contre l'Allemagne, qui s'est mis dans le jus contre la Côte d'Ivoire avec un carton rouge en première mi-temps de Douglas Luiz, pardon. L'Allemagne qui gagne contre l'Arabie Saoudite. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette compétition. Le Allemagne-Côte d'Ivoire va avoir son pesant de cacahuètes, parce que là, ça sera vraiment entre les deux. Donc voilà, on va boucler un petit peu les JO là-dessus. C'était une belle parenthèse pour l'instant, on va pas se mentir. C'était un bon début de JO, il restera pas mal d'événements, on fera le point au fur et à mesure sur les perfs françaises, il y a beaucoup de choses à dire. On va faire un petit point rapide aussi, pardon j'ai oublié une épreuve qui me tenait à cœur, le cyclisme, parce que du coup on me le vend à 7h du mat samedi, j'ai pas voulu me recoucher pour suivre la fin de la course. Richard Carapace qui a fini sur le podium sur les champs, qui nous a sorti une masterclass d'impro, lui qui a eu du mal à attaquer Pogacar sur le Tour de France. Il nous a sorti une classe de maître au JO, une attaque imparable où il était parti avec Brandon McNulty, qu'il a déposé à 6 km de la fin, il s'impose en patron. Derrière, ça s'est regardé. Wood Van Aert qui a rattrapé toutes les attaques une à une tout au long de la journée, c'est là il n'a pas pu la rattraper et pourtant il était favori et au vu de ce qu'il a produit, je pense qu'il avait largement les cannes pour s'imposer. Pogacar qui se contentera d'une troisième place, Bolke Mollema, Michael Woods, Brandon McNulty, David Godu, le chouchou de Domingo, qui a été intéressant. Plus d'une fois j'ai cru il allait exploser, il s'est accroché. Alors certains vont critiquer sa stratégie, il n'a pas pris de relais, il n'a pas essayé de mener le tempo, il donnait l'impression de se contenter de ce qu'il avait. Si jamais il arrive à aller chercher une grosse perf ou cri au génie, là pour le coup il a tiré la langue autant qu'il a pu. Il a tenté un semblant de sprint à la fin, mais ça n'a pas suffi. Il n'y a pas vraiment eu de grosses déconvenues. Voilà, Carapace qui a été assez impressionnant dans son attaque avec McNulty, qui l'a déposé
sur un faux plat montant à 6 km de l'arrivée. Voilà, c'est vraiment une grosse perf de Carapaz qui fait une très belle course de 240 km, avec des ascensions assez sales. Il y avait le Mikuni Pass où à un moment on atteignait les 20% dans les ascensions. C'était juste assez impressionnant, avec une humidité pardon, qui en a calmé plus d'un. On a vu pas mal de favoris et du moins d'outsiders. Je pense à Alejandro Valverde, qui a vraiment souffert avec la chaleur. Il y a eu deux trois Français, je pense à Guillaume Martin aussi, qui n'avait pas les jambes, en partie avec ces conditions météo qui étaient assez dantesques. Et au final, voilà, Carapace qui nous sort une belle perf. Pour répondre à ta question, Black Phoenix, sur pourquoi tant d'équipes B au foot au JO, alors si par équipe B tu entends pourquoi il y a des petits pays, c'est parce qu'il y a c'est comme toutes les compétitions, il y a des quotas par rapport aux sélections. Et vu que t'as pas le droit d'avoir trop de joueurs de ton équipe première d'une certaine manière, parce que tu as des restrictions d'âge. Si on prend les équipes de foot au JO, tu dois avoir que des joueurs de moins de 23-24 ans. Je crois que c'était 23 ans, mais c'est en fonction du début de tournoi de qualification, je crois. Donc tu as des joueurs de 24 ans qui tapent pas dans les quotas, et tu as seulement le droit à 3 joueurs de plus de 24 ans. Je sais pas si je suis clair dans mon explication. Donc en gros, tu as une équipe, quasiment une équipe espoir, avec 3 joueurs, 3 darons, quoi. C'est pour ça que par exemple en France, si tu prends l'équipe de France, t'as que des joueurs de moins de 23 ans, enfin 23-24, plus Gignac, plus Florian Thauvin et plus TJ Savanier qui eux ont dépassé cet âge. Voilà, donc ça permet aussi d'ouvrir un petit peu le tournoi. C'est pour ça que tu as des pays comme par exemple, je pense au Honduras, où tu as moins de, voilà, peut-être moins de niveau intrinsèque, mais tu as peut-être une génération qui est plus prometteuse, où ils ont su tirer leur épingle du jeu sur les qualifications au niveau de l'Amérique centrale. Ça permet aussi un petit peu de découvrir d'autres pays. Moi, personnellement, je vais être honnête, je suis pas du tout fan du tournoi de foot à 11 contre 11 au JO. Je pense qu'il y a suffisamment de tournois de foot à l'année, que ce soit niveau espoir, niveau senior, niveau compétition de club et tout. Je pense que ce serait plus judicieux de laisser la place qu'occupe le foot traditionnel à un sport par exemple comme le futsal. Le futsal, où tu as moins de visibilité, où tu as pas mal de pays aussi qui peuvent donner leur chance. Au beach soccer, par exemple, où tu as d'autres pays qui peuvent s'en sortir. Je pense par exemple à un exemple tout con, mais il y a quelques années, je crois que c'était en 2013 ou en 2015, tu avais Tahiti, qui est pourtant un assemblement de petites îles. Tu avais Tahiti qui avait disputé la finale de la Coupe du Monde de beach soccer. Donc je pense qu'en vrai, tu pourrais laisser ce créneau-là à d'autres sports qu'on voit beaucoup moins. Basket, à la rigueur, bon, il y a un côté assez élitiste, on va dire, avec la NBA. T'as beaucoup de gens qui suivent que la NBA ou vite fait les clubs européens. Ça peut être intéressant, mais je pense qu'en vrai, un peu comme ce que le rugby fait, le rugby tel qu'on connaît, entre guillemets, le 15-15, tu l'as pas au JO, t'as du rugby à 7, parce que c'est des sports moins médiatisés et tout, et alors, c'est pas la seule raison, mais ils ont préféré laisser leur place, et je trouve ça plus intéressant que le foot qui cherche à imposer ses joueurs, et je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Parce que tu te retrouves avec un tournoi avec des joueurs que pas grand monde connaît, d'une certaine manière, et voilà, ça gâche un peu le truc, tu vois. Alors, des fois, t'as des stars qui le font, je pense à Neymar, par exemple, qui avait fait les JO à Rio, mais bon, c'était à domicile. Je crois que t'as Messi qui l'a fait, t'as eu Ronaldinho qui l'a fait aussi en 2012, je crois. Donc t'as des grands joueurs des fois qui se déplacent. Là, en termes de grosses stars, je vais pas dire de conneries, mais t'as à part Richarlison et Mateus Cunha au Brésil. En Espagne, tu dois avoir Oyarzabal et Pedri. En Argentine, t'as pas grand monde. En France, notre plus grosse star, c'est Gignac et si t'as Flotov. Donc les joueurs de plus de 26 ans, en plus là dans une année comme ça où on sort de l'Euro, il y a la Copa América en Amérique du Sud, tu as la Gold Cup aussi qui occupe en ce moment les équipes d'Amérique du Nord et Amérique centrale. Donc quasiment aucun pays envoie des joueurs de gros, entre guillemets, de gros niveau, des grosses pointures, parce que les joueurs sont déjà dans la prépa, soit ils digèrent les compétitions dont ils sortent,
Et en même temps, ils préparent le début de la nouvelle saison qui commence très bientôt au niveau des gros championnats. Donc, faut savoir que la Ligue 1 reprend pas ce week-end qui arrive, mais celui d'après. Donc, on est à 11 jours de la reprise de la Ligue 1. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais tu as d'autres championnats qui vont reprendre tous les championnats vont reprendre au mois d'août. Donc les JO, c'est toujours mal placé parce que ça tombe au moment où bah, il n'y a pas grand monde qui est partant pour les faire. Pour répondre à ce que tu dis, Wayne, sur il faut quand même des sports populaires pour avoir une meilleure audience, j'ai pas les chiffres, mais vu le ressenti global sur les épreuves de foot aux JO, il n'y a pas grand monde qui regarde. Parce que tu ne tombes pas sur des matchs très intéressants. J'avoue que ce que j'ai regardé jusqu'à maintenant, en plus c'est renforcé avec le fait que ce soit à huis clos et du coup t'as pas une grosse ambiance au niveau des tribunes. Mais le niveau de jeu est pas extraordinaire. Il n'y a qu'à voir l'équipe de France, hein, c'est très pauvre. Et du coup, t'as pas vraiment de joueurs auxquels tu t'identifies. Donc je pense vraiment que le foot traditionnel devrait laisser sa place à, ouais, je te dis, beach soccer ou au futsal. C'est vraiment des sports qui pourraient gagner à être médiatisés. Et je pense qu'en termes de spectacle, on en aurait largement plus pour notre argent, avec des joueurs qui veulent vraiment se montrer et faire une vraie pub pour leur sport, plutôt que un foot où en vrai, bah, t'as pas besoin des JO pour t'intéresser au foot. Moi, je parle pour mon cas, ça vaut ce que ça vaut, et je sais pas vous comment vous vous sentez, mais ce que j'adore dans les JO, c'est de découvrir des athlètes que je connais pas, des sports que je connais, enfin que je connais pas, que je vois une fois tous les 4 ans. Je vois tout à l'heure, j'ai regardé vite fait le canoë-kayak, j'étais content de voir du canoë-kayak, enfin du canoë en l'occurrence. Du tennis de table, pareil, tu t'intéresseras pas bah c'est pas diffusé sur les chaînes françaises à peu de choses, sauf quelques exceptions. Mais du coup, je trouve que voilà, le foot, pourtant je suis un grand fan de foot, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, même des championnats. Heureusement qu'ils sont diffusés sur des sites de paris sportifs, sinon on les aurait pas. Je pense qu'en vrai, le foot, on peut largement faire sans au JO, ça serait pas une. En vrai, je pense pas que ce soit une catastrophe, clairement. Et je pense que c'est vraiment pas les sports qui font les meilleures audiences. Et je serais curieux de voir vraiment sur d'autres épreuves comme le futsal ou le beach soccer, si les gens seraient pas partants pour regarder. Voilà, c'était le petit coup de gueule, entre guillemets, le petit avis perso. On va laisser les JO pour l'instant. On a encore beaucoup de choses à dire. On va parler vite fait, vite fait, vite fait de la Ligue 2, qui est pour l'instant le seul championnat qui a repris. Mention spéciale au PFC, au Paris FC, qui a gagné 4-0 à Guignon. C'est là où jouait le match des Grenoblois. Mention spéciale au PFC, une équipe que j'apprécie tout particulièrement. Équipe parisienne, hein, donc forcément je suis assez biaisé dans mon jugement, voilà, avec un but du chouchou Gaëtan Lora qui a été le premier buteur de ce match, et un but de la nouvelle recrue, Miguel Alfarella, qui nous vient tout droit du Annecy FC, qui jouait à Annecy la saison dernière en national, et qui a une opportunité de rejoindre Paris. Voilà, dans les autres matchs, bon, il restera le dernier match de la journée aujourd'hui à 20h45 entre Dijon et Sochaux. Caen qui a fait un carton plein avec un triplé d'Alexandre Mendy. Toulouse et Ajaccio qui se sont neutralisés. Bastia qui remontait en Ligue 2 pour la première fois depuis longtemps, depuis trop longtemps d'ailleurs, qui a fait un partout, avec beaucoup d'intention et un beau public au stade Armand Cesari. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors pour l'instant, on a qu'une seule journée. Bon, Paris FC qui sera un outsider très sérieux à la montée. Toulouse qui a montré de belles choses. Au niveau des relégués, Nîmes qui a fait un match nul solide à Bastia. On a qui d'autre en relégué qui m'échappe Dijon. Dijon qui va jouer ce soir. Amiens qui est descendu, qui a concédé une première défaite d'entrée contre Auxerre. Donc encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour l'instant. On va pas s'étendre outre mesure là-dessus. On va passer, si vous le voulez bien, aux anniversaires. C'est pas la plus grosse journée en termes d'actualité et en termes d'anniversaire, mais il y a quand même un nom dont je voulais qu'on se rappelle à tout prix. Alors c'est pas Télé Santana, on va venir après. Télé Santana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un entraîneur brésilien mythique, mythique d'une autre époque. Pour schématiser, c'était lui l'entraîneur du Brésil des années 80. Il a entraîné le Brésil à la Coupe du Monde 82 et 86. Certains disent que c'était une des plus belles équipes de l'histoire à avoir joué, un football très offensif, très télévisuel, très agréable à voir jouer dans l'intention.
En 82, ils se font sortir par l'Italie alors qu'ils étaient parmi les grands favoris. Et en 86, ils se font sortir par la France au tir au but. Après un match, un des plus beaux matchs de l'histoire. Match vraiment un régal à voir. Dernier tir au but marqué par Luis Fernandez, c'est un joueur du PSG, entraîneur du PSG. Il gagnera 2 fois la Copa Libertadores avec Sao Paulo pardon, en 92 et 93. Donc la Copa Libertadores, pour ceux qui se demandent ce que c'est tout simplement l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. C'est la plus grosse compétition de clubs. Et donc du coup, avec leur victoire en Libertadores, ils se sont qualifiés pour la Coupe intercontinentale, qui est l'ancêtre du championnat de la Coupe du Monde des clubs, où ils avaient battu les clubs européens en 92 et 93. Donc un grand monsieur du football brésilien, un des entraîneurs brésiliens, à qui il convenait de rendre hommage. Niveau entraîneur aussi à succès, Félix Magath, qui fait ses 68 ans aujourd'hui. Alors, un beau petit palmarès en tant que joueur, une Ligue des Champions avec Hambourg en 83. C'est lui qui marque le seul but en finale contre la Juve de Platini, entre autres. Un Euro en 1980 avec, j'allais dire l'Allemagne, avec la RFA, République fédérale allemande. 2-1 contre la Belgique. 2 finales de Coupe du Monde. Une finale perdue 2 fois avec la RFA, hein, du coup, vous aurez compris. Une fois la finale en 82 perdue contre les Italiens, qui avaient sorti le Brésil juste avant. Et en 86, défaite face à l'Argentine, notamment d'un Diego Maradona en mission. Un grand monsieur du foot allemand, 3 titres de champion d'Allemagne en tant que joueur, les 3 avec Hambourg, dont on a parlé à la dernière émission, et 3 en tant qu'entraîneur, 2 avec le Bayern Munich en... Est-ce que j'ai noté la date? Je n'ai point noté la date. Toutes mes confuses. Au début des années 2000, je crois que c'est 2005 et 2006, et un titre avec Wolfsburg qui avait créé une grosse surprise en 2009. Équipe qui était totalement inattendue, qui avait créé un gros upset face au Bayern, notamment de Ribéry. Non, pas encore Ribéry d'ailleurs. Et voilà le nom que je voulais à tout prix honorer aujourd'hui. Un grand monsieur du foot français, un commentateur de légende. Alors, certains ne l'auront connu que comme le commentateur de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2006. Légende de Canal Plus avant, il a commenté la Ligue 1, il a commenté le rugby, il a présenté l'équipe du dimanche entre autres. Un des piliers de Canal, je crois qu'il est rentré à Canal en 1987, donc la chaîne avait seulement 3 ans à l'époque. Il en est parti qu'en 2004, si je dis pas de bêtises. Présentateur mythique, c'est notamment à lui qu'on doit le «Oh non Zinedine, pas ça, pas ça Zinedine, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait» sur le carton rouge de Zizou en finale de Coupe du Monde. Voilà, pour moi, je pense, je vais essayer d'être objectif, pour moi, le plus grand commentateur français qu'on ait eu, certains diront peut-être Thierry Roland pour la longévité, pour France 98. En termes d'émotion, en termes de passion, je mets Thierry Gilardi au-dessus. Voilà, Grégoire Margoton que j'adore et qui est une machine à émotion aussi, je le mets derrière. Thierry Gilardi, grand passionné de sport, vice-président du Stade français depuis 1997 jusqu'à sa mort. Un grand fan de sport. Et un grand monsieur, donc voilà. Il aurait eu 63 ans aujourd'hui. Et il nous manque. Clairement, il nous manque au niveau des commentaires. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ce joueur. On va pas se mentir, je l'ai mis pour le clin d'œil. On parle pas de Zizou, hein, c'est pas l'un des plus grands joueurs de l'histoire. On va parler de Fabrice Fiorez. Alors, c'était un ailier un peu avant-centre au début des années 2000. Formé en Bretagne, il a joué du côté de Guingamp, notamment avec Florent Malouda au tout début des années 2000. Je crois même qu'il a dû jouer quelques temps avec Didier Drogba. Ouais, Didier Drogba jouait à Guingamp, ça fait peur quand on dit. Après, il a été recruté par le PSG et il a commis, pour certains et pour beaucoup, l'acte de trahison ultime, puisqu'il a quitté le PSG, bah, vous le voyez sur l'image, hein, pour signer à Marseille en 2004. C'est un des rares joueurs qui était protégé par les CRS quand il tirait un corner au Parc des Princes, tellement les mecs lui balançaient des trucs sur la gueule. Voilà. C'est vraiment peut-être ce joueur-là qui symbolise le plus la rivalité
PSGOM au début des années 2000. Il en a pris plein sa mouille. Il était détesté, il a fait un acte de trahison pour certains. C'est pas le seul joueur qui a joué pour les deux clubs, loin de là. C'est même pas le seul joueur à avoir quitté le PSG pour l'OM. À cette époque-là, il y a eu aussi Frédéric Déhu, il y a eu aussi Lorik Sana après. Il y a d'autres joueurs qui ont joué dans les deux clubs. Je pense à, je vais dire Edouard Cissé. Je crois Edouard Cissé, il y a même eu Alain Roche aussi, je crois. Des joueurs qui ont joué pour les deux clubs, il y en a eu, mais lui, pour le coup, il a vraiment. À peu de choses près, je crois que quand il a signé à l'OM, il a dit que c'était un rêve de gosse et il était content d'avoir quitté le PSG. Donc ouais, ça a été très très mal perçu et ça a été un acte de trahison ultime. On va passer sur les parquets de NBA. Alors un joueur qui fait souvent office de référence dans les numéros 1 de draft qui n'ont pas fait une super carrière, Joe Smith, ailier fort un petit peu, drafté en 1995, qui était une superstar en NCAA, donc en parcours universitaire, qui arrivait en NBA du côté de Golden State, du côté des Warriors, et qui a fini sa carrière, bah, vous le voyez en commentaire, qui a fini co-recordman du plus grand nombre de franchises dans lesquelles il a joué, 12 franchises. Il se faisait échanger un peu comme un briquet dans une soirée. C'est terrible parce que c'est un bon joueur fondamentalement, mais loin du niveau auquel on l'attendait. Et donc il fait office de ce que les Américains appellent un bust. C'est tout simplement un joueur qui est drafté bien trop par rapport à ce qu'il a fait. Dans sa draft, alors j'ai pas la draft complète, mais il y a du Kevin Garnett qui a fait une carrière monstrueuse derrière. Et Joe Smith, pardon, ne lui arrive même pas à la cheville en termes de parcours accompli. Même s'il a une carrière honorable qui a fait un peu plus de 15 ans, c'est une carrière en bout de banc, quoi. On passe sur du rugby. Benjamin Kaiser, qui joue au poste de talonneur, 37 matchs avec le 15 de France, il a marqué 2 essais. Talonneur il joue au poste de talonneur, donc le talonneur c'est celui qui fait, entre autres, hein, qui fait les remises en jeu sur les touches, qui joue entre les deux piliers, donc c'est vraiment au centre, au cœur de la mêlée en première ligne. Il a fait deux beaux parcours, il a joué principalement pour deux clubs français, c'est le Stade français en début de carrière. Après, il est parti du côté de Leicester. Il est revenu vite fait du côté du Stade français. Il a fini sa carrière du côté de l'ASM, donc clairement l'AS Montferrand, Clermont-Ferrand pour situer. Voilà, 37 matchs en équipe de France, 2 titres de champion de France, un avec le Stade français, un avec l'ASM, un titre de champion d'Angleterre avec Leicester. Souvent doublure en équipe de France, mais un joueur de devoir, un joueur qui a fait une belle carrière. Et notre dernier anniversaire du jour, mesdames et messieurs, arrière gauche de formation, très joli parcours en Angleterre, formé à la Cannes. Gaël Clichy, pourquoi le drapeau américain? Autant pour moi, c'est un drapeau français, évidemment, vous aurez corrigé de vous-même. Arrière gauche, 20 sélections en équipe de France, souvent barré par Patoche, l'ami Patoche, Patrice Evra, joueur qui a été très apprécié en Angleterre pour son potentiel athlétique. Un peu symbole du Arsenal déclinant parce que quelques petites lacunes sur les replacements défensifs assez souvent, et qui joue toujours. Hein. Vous voyez, il est professionnel depuis 2002 et il joue encore pas loin de chez moi. D'ailleurs, il joue au Servette de Genève. Comme une célèbre place, tout à fait. On applaudit plus un pour cette blague. La place Clichy, évidemment. Un célèbre repère à dealer à certaines heures de la nuit. Mesdames et messieurs, on va passer au focus du jour. Si vous êtes là, vous avez sûrement vu de qui on allait parler aujourd'hui. On va parler du sportif qui symbolise peut-être le plus l'esprit olympique. On rappelle pour le baron de Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, on lui doit une célèbre maxime. Le plus important, c'est de participer. Clairement, aujourd'hui, on a un sportif qui pourrait être le visage de ce proverbe. On va parler, mesdames et messieurs, d'un sportif qui nous vient droit de Guinée équatoriale. Alors pour ceux qui ont des lacunes en géographie ou qui ne connaissent pas la Guinée équatoriale, vous avez le droit, c'est autorisé. Petit pays d'Afrique centrale, à l'ouest du continent, qui se situe entre le Cameroun et le Gabon. La langue principale de la Guinée équatoriale est bien évidemment, vous le savez forcément, l'espagnol.
bien que depuis 1997, le français soit admis comme seconde langue et le portugais depuis 2011, mais ça, vous le saviez forcément, je ne vais pas vous mentir. Moi, si vous ne le savez pas, on vous apprend quoi à l'école? Non, je déconne, je l'ai appris hier en préparant le PowerPoint. On va parler de, on va parler d'un sportif qui a fait son heure de gloire aux Jeux Olympiques de 2000. L'heure de gloire, clairement. J'adorais le logo des Jeux Olympiques de 2000. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y avait un. J'adore les couleurs. C'est pas Black Phoenix qui me dira le contraire, lui qui a vécu en Australie. L'histoire se passe donc au Centre international aquatique de Sydney. Très belle structure. Alors, avant d'entamer le sujet, pourquoi je voulais parler forcément de ce sportif-là? Déjà parce que c'est une histoire qui me touche, parce que j'ai vu la course quand j'étais petit, et j'ai eu un revival. Alors, je reprends la publication de la FFL. C'était avant-hier, donc lundi, samedi. Il y a eu les séries du 100 mètres masculin, et il y a eu dans cette série, au même titre que ce qui s'était passé en 2000, le CIO a accordé une série à part pour 3 petits pays en développement. Donc on a Brunei, les Samoa américaines et les Tonga, 3 sportifs qui se sont tirés la bourre pour accrocher une petite qualification. Il faut savoir que le CIO, c'est quelque chose qu'ils font à chaque Olympiade pour développer. Pardon, j'ai mis un petit coup dans le micro. Pour développer le sport dans les petits pays, ils font une série à part pour les pays en développement pour éviter de les confronter d'une certaine manière aux champions américains, japonais, russes, australiens entre autres, et français aussi. Il y a toujours une petite série à part, la première en général par tradition, où ils se tirent la bourre. Et donc la série la plus célèbre de, ces, de cette série, de ces Olympiades, c'était en 2000, c'était la série d'un dénommé Eric Moussambani. Et il est là. Je sais pas pourquoi j'ai un vieux truc qui est apparu sur mon écran. Donc, on est le 19 septembre 2000, c'était les séries du 100 mètres nage libre. À l'époque, les 3 gros favoris, donc c'est Alexander Popov qui est double champion olympique en titre sur cette distance-là, qui avait gagné au JO de Barcelone en 92, au JO d'Atlanta en 96. En même temps, tu as un prodige hollandais qui arrivait qui s'appelait Peter van den Hogenband, qui était une tornade. Personnellement, je surkiffais. Lui en 2000, lui et Yann Torp, c'était mes 2 chouchous. Et à côté de ça, tu as le chouchou local, Michael Klim. Aucun jeu de mots avec une Klim, je vous arrête de suite. Michael Klim, qui était recordman du monde à ce moment-là, au moment d'arriver au JO australien, donc qui était attendu par tout le pays. Et avant ça, tu as la première série donc, qui oppose Karim Baré du Nigeria, Farkhad Oripov du Tadjikistan, et le Porto Rico, Eric Moussambani de Guinée équatoriale. Et la course qui va suivre appartient à la postérité. Alors, si je dis pas de bêtises, tu dois avoir Farkhad Oripov ici, Karim Baré, je ne sais pas si vous voyez avec le pointeur avec la souris sur l'écran. Donc au 3, tu as Karim Baré, Oripov au 4, et au 5, tu as Eric Moussambani, qui arrive là comme un cheveu sur la soupe. Pour comprendre l'histoire de Rico Moussambani, on va y arriver. Il arrive au JO à Sydney à 22 ans. Alors ça, en soi, il n'y a pas de particularité. Il a, je me souviens bien, il a appris à nager 8 mois avant les JO. J'ai vérifié, j'ai écouté une interview qu'il a accordée au site officiel des Jeux Olympiques il y a quelques années en arrière. Il a appris à nager 8 mois avant la compétition. C'est-à-dire que 8 mois avant la compétition, il n'avait jamais nagé de sa vie. Pourquoi la Guinée équatoriale a choisi d'envoyer un mec qui ne sait pas nager aux Jeux Olympiques? Je ne sais pas. Ne me demandez pas, je l'ignore. Sauf qu'en Guinée équatoriale, il y a un problème pour apprendre à nager, c'est qu'il n'y a pas de piscine. En gros, il a appris. La seule piscine qu'il y a, c'est la piscine d'un hôtel privé qui fait 13 mètres de long. C'est le genre de piscine que tu trouves à côté de l'espace spa dans certains hôtels dans lesquels on peut aller, nous, à l'heure actuelle. C'est un bout de piscine à l'arrache. C'est la seule piscine qui est dans le pays. Les seuls créneaux sur lesquels il pouvait s'entraîner, c'était entre 5h et 6h du mat. Autant te dire qu'en termes de prépa pour apprendre à nager avant les JO, c'est pas sur de l'opti. C'est clairement pas sur une préparation optimale.
Il apprend à nager donc en quelques mois, autant qu'il peut, à raison de 3 heures d'entraînement par semaine, chaud quoi. Il arrive aux JO, il était jamais il disait dans son reportage, il avait jamais quitté son pays, il connaissait même pas l'Australie, il connaissait pas Sydney. Donc le mec, il quitte la Guinée équatoriale. J'ai jamais été, je sais pas à quoi ça ressemble, mais je me doute qu'on n'est pas sur on n'est pas sur Sydney, quoi. On a un changement d'ambiance. Il arrive à Sydney sans vraiment savoir nager, parce que à part ses 3 ans d'entraînement, il l'a dit, il s'entraînait dans une rivière où c'était des pêcheurs qui lui apprenaient à comment barboter autant qu'ils pouvaient le conseiller. Il arrive à Sydney sans préparation, sans vraiment savoir nager, sans matériel. C'est un détail, mais en gros, il avait même pas de maillot de bain, il avait pas de lunettes, pas de bonnet de bain, rien. De toute façon, tu vois la course, hein, il a pas de bonnet de bain. Bon, c'est vrai qu'il a les cheveux courts, ça le ralentit pas trop, mais il a pas de maillot de bain. Et au final, ce qui va d'une certaine manière le sauver, c'est que ses créneaux d'entraînement pour se préparer à la compétition, qui ressemblaient plus à des cours de natation pour lui, ça tombe pendant les séances des Américains. Il partage certains créneaux avec l'équipe américaine, et du coup, il va observer les Américains, voir comment ils s'entraînent, voir comment ils nagent, et il va essayer de comprendre un peu le fonctionnement. À côté de ça, il tombe sur un entraîneur sud-africain qui l'observe, qui discute un petit peu avec lui et qui lui demande vraiment s'il est nageur et s'il vient là pour les JO, tu vois. Et il va, en plus de lui trouver un maillot de bain, lui trouver des lunettes pour qu'il puisse participer aux JO, parce que quelques jours avant la course, il a toujours pas de matos. Il arrive à la course, il arrive à lui donner 2-3 conseils pour cette course-là. Et on se retrouve du coup ce 19 septembre avec une série où le Tadjik et le Nigérian commettent un faux départ. Et la règle à l'époque, c'est que tu fais faux départ, t'es éliminé. Il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de rattrapage, il n'y a rien. Et donc on arrive sur un Eric Moussambani qui se retrouve tout seul au milieu d'une salle de 17 000 personnes, des millions de téléspectateurs, et lui qui doit parcourir un 100 mètres, distance qu'il a jamais parcourue, encore moins dans une piscine de 50 mètres qui, il le dira lui-même, lui fait peur. Parce que ben, quand il rentre dans cette piscine et qu'il comprend que c'est là qu'il va devoir nager, il s'aperçoit qu'il a jamais fait vraiment 50 mètres d'affilée sans toucher le bord. Et du coup, il se retrouve face à cette course, enfin, dans cette course-là où il n'est pas préparé. Et je vais m'autoriser. Alors, je vais passer les images en accéléré parce que, bon, pour des raisons de droit. Eric, il est là, hein, tu vois. Bon, déjà, le style, tu le vois, c'est pas Michael Phelps. C'est un des rares nageurs qui nage la tête hors de l'eau parce que bah, il sait pas mettre la tête sous l'eau vraiment pour nager. C'est compliqué. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va le dire lui-même. Ah, tu vois le style. Alors je suis désolé pour la qualité de l'image, hein. L'image est clairement pas folle, la nage non plus. Bon, il arrive aux 50 mètres. Il a dit lui-même. Il a fait la comment? Merde, ça va se couper. Il a fait les 50 mètres, les 50 premiers mètres à fond parce qu'il disait qu'il avait l'énergie, qu'il voulait vraiment se donner le max de chance. Sauf que le problème des 50 mètres, c'est qu'il y en a encore 50 autres derrière. En termes de chrono, on va pas se mentir. Bon, il est dans quasiment 41 secondes. Le record du monde aux 50 mètres à l'époque, il était à 22,83. Et il a nagé à fond. C'est-à-dire que là, bon, l'ami Rico, il est très clairement sur une séance d'apnée. Et bon, là, tu vois, regarde le virage. C'est vraiment pas pour se moquer, mais tu vois le battement des jambes. Tu sens que bah, il est tout simplement perdu, quoi. Et au fur et à mesure de ce 50 mètres au retour, on se dit très clairement, attends, il va vraiment y arriver à le faire le 100 mètres? Tu vois, regarde, il est plus coordonné. Et il le dit lui-même. Il dit à ce moment-là, j'ai plus de jambes. Et il me dit, je me rends compte que bah, je suis en train de paniquer, je suis pas bien. Je me dis en même temps que je dois finir cette course-là bah, par fierté, par principe, pour mon pays, pour mon parcours et tout. Mais très clairement, les commentateurs, j'ai écouté un commentateur de la BBC, se dit très clairement, au moment où il est à 75-80 mètres, on se dit, mais attends, est-ce qu'il va arriver au bout? Est-ce qu'il va arriver à rejoindre l'arrivée? Ce qui est paradoxal, parce que
T'observes quand même des mecs qui font le 100 mètres et qui se tirent la bourre pour savoir qui est le plus rapide. Et là, tu es en plein JO, tu te demandes si le mec va réussir à faire les 100 mètres. Et c'est assez fou. Pour ceux qui le veulent, il y a la version, j'allais dire humoristique, il y a les commentaires à l'époque de Stéphane Caron, qui est un multiple médaillé français, qui commentait à l'époque pour Eurosport ou Canal, je crois. Les commentaires sont à pleurer de rire parce que il prend un fou rire nerveux pendant le commentaire de cette course. Et voilà, moi c'est avec cette version-là que j'ai découvert la course. Alors les commentaires peuvent paraître cruels. Tu peux te dire à l'époque pourquoi il se moque de lui, pourquoi ceci, pourquoi cela. Euh, Faut pas se moquer, il y a une question de respect et tout. Faut comprendre que cette course-là, elle est magnifique par son parcours et qu'en même temps, c'est normal qu'on soit choqué. Parce que les commentaires, les commentateurs, comme les téléspectateurs, tu regardes les Jeux Olympiques pour voir des mecs se défier, se dépasser pour des questions de centièmes de seconde, de millièmes de seconde pour des titres, des médailles. Et là, tu as quelqu'un qui est presque pas à sa place. Et donc, du coup, tu as un décalage qui fait que bah, le fou rire est nerveux. Mais voilà, la course, du coup, si on se refocale sur la course de Eric Poussambani, là, il faut savoir que je l'ai accéléré à plus de 25%. Hein, tu vois, on est en vitesse de lecture à 25. Bon, faut le dire vite parce que ça avance pas très très vite. Je vais vous épargner. Bon, là, tu vois, il est pas encore. Faut savoir que là, j'ai pas mis le son. Il y a une ovation pour ceux qui veulent regarder la course. Regardez là, il y a une ovation de toute la salle au fur et à mesure de sa course. Et Eric Poussambani dit que c'est ce qui l'a porté, vraiment. Parce que ben, il était en train de galérer, de puiser au plus profond de lui, en train de se questionner. En même temps, il entendait les go, 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 go de la salle, les applaudissements et tout. Et il va nous regarde, alors la fin, elle est symbole de la délivrance qu'il a eu à toucher le bord. Regarde les 3 derniers mètres, il avance plus, il fait du surplace. C'est limite le courant qui le porte. Le chrono est terrible, il fait 1 minute 52 et 72 centièmes. Euh, Si on compare, alors, voilà, il le finit, le record du monde, il est en 48 secondes et 18 centièmes. Il faut savoir qu'avec un temps de 1,52,72, il fait 10 secondes de plus que le Peter Van Den Hogenband la veille sur le 200 mètres. Pour vous citer un petit peu le parcours de Eric Moussambani. Officiellement, il terminera premier de sa course, bien que le seul à prendre le vrai départ. C'est le premier nageur de Guinée équatoriale à parcourir cette distance. Ça devient une icône instantanément mondiale parce que ben, tout le monde est captivé par ce nageur qui ne sait pas nager. Personne ne connaît vraiment son histoire à l'époque. Il le dit lui-même, il dit cette course-là, pour ceux qui le veulent, il y a une magnifique interview sur YouTube disponible, une interview qu'il a accordée au site des Jeux Olympiques, à la chaîne des Jeux Olympiques, où il dit en fait cette course-là me lessive tellement que je finis la course, je range mes affaires, je me change et je vais me coucher. Et il dit je me réveille 3-4 heures plus tard dans le village olympique, enfin dans ma chambre, et il me dit je regarde les images et je vois mon visage, ma course sur CNN, sur Fox News, sur la BBC, sur toutes les chaînes du monde. Et il dit au moment où je sors dans le village olympique, au moment où je suis assailli de questions, tout le monde qui me demande mon parcours, qui me demande des autographes. Et il me dit je comprends pas. Il me dit à ce moment-là je comprends pas pourquoi. Il me dit je comprends rapidement que bah, euh, par son côté incongru, on va dire, la course de sa course, ça lui confère un côté unique. Il y a un surnom qui va lui être accordé, c'est Eric the Hill, Eric Languille en français, par rapport à son style de nage un peu coulissant et peu académique, diront certains. Et il appartient à cette catégorie de sportifs euh, qui reste dans la légende des Jeux Olympiques par rapport au fait qu'il représente des pays qui sont pas des habitués de la scène internationale et qui rentrent dans l'histoire par rapport à leur performance d'un point de vue sportif qui est pauvre en termes de résultats, mais qui est forte de symboles en termes d'énergie, qui est vraiment le symbole de l'olympisme. Il faut savoir qu'il y a une autre nageuse de Guinée équatoriale qui a nagé peu de temps après lui. Elle s'appelle Dolores, j'ai oublié son nom de famille, je suis navré. J'ai retenu le Dolores, c'est en référence à OSS 117, je pense. Qui, pareil, va faire le pire chrono de sa série, mais qui va du coup conforter le côté olympique et l'aspect grandiose. Et du coup,
la postérité de Rico Moussambani, bah, vous le voyez, il va continuer de s'entraîner. Il va continuer de s'entraîner. L'année suivante, il fait le 50 mètres nage libre plutôt que 100 mètres parce qu'il a compris que les 50 derniers mètres étaient un peu tendax. Il va faire les championnats du monde. Il ne sera pas dernier. Il finira 88e sur 92. Il va pulvériser son record national en 31 secondes 88. Au final, il est qu'à 9 secondes du premier. Ça peut paraître beaucoup, mais au final, par rapport à l'écart de plus d'une minute qu'il y avait sur le 100 mètres, il y a déjà un gros progrès. Et en 2004, il va se qualifier pour les JO d'Athènes. C'est juste fou. Il va se qualifier, mais il va pas se qualifier avec un quota olympique comme au JO de Sydney. Il va se qualifier en termes de temps. En 2000, il fait, il fait son 100 mètres passé à la postérité en 1 minute 52 et 72 centièmes. En 2004, il fait 56 secondes 90. Alors, on est loin des meilleures perfs mondiales, mais il a diminué son temps de moitié. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est juste monstrueux? Je trouve ça magnifique. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il va se qualifier pour les JO d'Athènes. Mais il ira pas. Parce que le comité olympique équato-guinéen a perdu son passeport. Enfin, du moins, a perdu la photo de son passeport et du coup, il peut pas quitter le territoire. T'y crois, toi? Le mec, il s'entraîne pendant 4 ans, en passant de statut de risée sportif du monde à un mec qui fait une performance plus qu'honorable. Il passe d'un temps de 1 minute 52 à 56 secondes. Il baisse son temps de moitié. Il passe de 112 secondes à 56 secondes. Et là où il peut montrer à la terre entière qu'il a progressé de manière monstrueuse, qu'il a fait le parcours de sa vie, les mecs lui paument son passeport. Et il reste chez lui. Je trouve ça tragique. Et du coup, on le reverra pas forcément sur les plus grandes scènes mondiales. Il continuera de nager pendant quelques temps, mais sans une véritable grosse perf. Vous vous souvenez du Eric Moussambani en 2000 qui avait une piscine de 13 mètres dans un hôtel pour s'entraîner? Et ben, suite à son passage, la Guinée équatoriale a construit 2 piscines de taille olympique. Voilà. Et il est devenu entraîneur auprès des jeunes pour former. Il est devenu entraîneur national en natation pour apprendre à ses jeunes compatriotes, pour les entraîner en vue des compétitions. Donc voilà la trace que Eric Moussambani laisse, hormis une course au chrono anecdotique, voilà, qui vaudra le 100 mètres le plus long de l'histoire en natation. Ça reste une icône du sport mondial. Peut-être que vous connaissiez pas forcément son histoire, peut-être que vous aviez vu la course mais sans savoir le parcours derrière. Eric Moussambani a fait une course lente mais iconique. Il a permis de visualiser la Guinée équatoriale sur une map monde. Il a permis de développer la natation dans son pays en permettant la construction de deux piscines olympiques, 2 bassins de 50 mètres. Et en plus de ça, il est devenu entraîneur pour former les jeunes. Et je trouve que l'histoire est juste magnifique. Donc voilà, il fait partie des grands noms de l'olympisme, il fait partie des grandes superstars des Jeux de Sydney, entre autres, sans avoir passé le premier tour, parce que même s'il gagne sa série, ben, le CO lui dira écoutez, vous êtes gentil, mais on va pas vous réaligner pour les demi-finales parce que ben, c'est bon, voilà, vous avez pas le temps nécessaire. Mais voilà, je voulais vous raconter cette histoire parce que je trouve que la course est inspirante, la course est magnifique. Voilà. Le visage d'Eric Moussambani avec des lunettes mal réglées mais qui sont pas à lui, juste, je trouve l'histoire magnifique. Donc voilà la trace laissée par Eric Moussambani. Je dirais bien que c'est un grand champion qui n'a jamais rien gagné d'une certaine manière, si ce n'est une série aux Jeux Olympiques, ce qui est déjà pas mal. Mais vu qu'il était tout seul, du coup, un peu compliqué. Mais un grand sportif, un grand nom. On va se quitter là-dessus, les amis. Je vous remercie d'être restés pour ceux qui étaient là du début à la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne semaine. On se dit rendez-vous normalement vendredi pour un petit live de bonne facture, de bonne aloi.
Pour ceux qui le veulent, évidemment, la vidéo est disponible sur YouTube d'ici quelques minutes. Pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, je vous encourage plus que jamais à rejoindre le groupe sur Facebook et à me suivre sur Twitter et Instagram. Plus sur Twitter où je suis plus actif. Wherein et Black Phoenix, puisque vous me faites un petit salut, je vous salue plus que les autres parce que vous êtes de belles personnes. Ceux qui ne sont pas dans le chat aussi d'ailleurs. Je vous dis à toutes et à tous, rendez-vous vendredi 18h pour parler notamment des JO. Ah, ciao, bonsoir.